C'est donc parti pour 60 minutes de décryptage, d'analyse, mais surtout de clairvoyance dans le cadre de cette autre édition de la Tribune, mais alors la grande sur votre chaîne panafricaine. Eh bien, vous savez, comme chaque matin, nous faisons un arrêt majeur, un arrêt assez conséquent pour décrypter l'information telle que traitée naturellement par nos confrères de la presse écrite, cybernétique et même quelques journalistes. Eh bien, pour nous aider à le faire ce matin, un journaliste, directeur de publication, pas de moindre, eh bien, qui est d'ailleurs très futé dans le cadre naturellement de cet autre exercice, Franklin Momo, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être venu ici ce matin malgré, on va dire, son état de santé un tout petit peu dégradant. En tout cas, merci en tout cas d'être venu ce matin, directeur de publication pour le magazine Afrique Business qui paraît sur le continent africain. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, M. Fabrice. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique-Média. Vous savez, j'étais très malade et puis Dieu merci, avec l'assistance d'une grosse structure qui fait dans les examens de santé, Afrique Labo, j'ai eu la chance d'avoir un bon diagnostic qui m'a permis à ce que je puisse retrouver ma santé. Donc, il est question de dire merci à cette structure qui ne fait pas dentelle pour améliorer le quotidien de la population en ce qui concerne la santé. Bon, par rapport à la dimension qui voudrait qu'elle puisse relayer l'information, c'est une obligation permanente de restituer aux téléspectateurs le fait d'actualité bilan de l'heure. D'accord, on rappelle d'ailleurs que vous exercez pour un journal qui se bat au quotidien pour une liberté, mais alors une liberté économique du continent africain à travers notamment votre ligne éditoriale qui est, on va dire, totalement acquise à la cause économique du continent noir. Vous savez, l'économie permet de garantir, je veux dire, l'amélioration du cadre de la population et on se bat au quotidien pour démontrer à suffisance que s'il n'y a pas une économie suffisamment forte, on ne pourra pas être émergent parce que l'émergence doit être encadrée par une économie dynamique qui permet de garantir l'industrialisation. On parle de l'économie en Afrique, mais beaucoup plus, c'est une économie qui est basée sur la consommation. Et lorsqu'on parle de la consommation, cela suppose une croissance appauvrissante. Donc il faut que nous puissions savoir que la production, la consommation de ce que nous avons nous-mêmes produit permet de garantir ce qu'on appelle l'amélioration de la population, dans le sens où on produit ce qu'on a produit, on produit ce qu'on a consommé, et ça permet de garantir, je veux dire, l'efficacité de tout le système économique. Ou alors on consomme ce que l'on a produit, en tout cas on verra cela tout à l'heure avec donc un pays comme l'Algérie qui est notamment lancé dans le cadre de la consommation de ses produits naturellement sur le plan local. On verra ça lorsqu'on va y arriver, mais avant on va parler de crise post-électorale sur le continent africain. Eh bien, les cas sont assez patents et même assez saillants. On s'intéresse cette fois-ci à un pays très proche, un pays du côté d'Afrique centrale, c'est donc le Gabon, avec donc Gabon Actualité qui est naturellement en ligne ce matin. Gabon Rouffi, autant pour moi. Et le journal nous annonce que les Gabonais de France ne désarment pas. Et aux gens de le dire que les Gabonais de France se sont d'ailleurs donné rendez-vous le 7 avril prochain à Paris, où une nouvelle manif est donc prévue dans le cadre de la lutte contre le régime en place au Gabon dans leur mouvement de résistance contre le régime Ali Bongo. Les Gabonais de France seront donc de sortie une nouvelle fois le 7 avril à Paris, publié par le président d'Observatoire gabonais sur la responsabilité sociale des entreprises, des administrations et des industries. Le programme de la journée est largement relayé sur les réseaux sociaux tels que Nouvelle ce matin, Gabon Revue. Alors, Franklin Momo, on a naturellement cette frange gabonaise qui vit notamment du côté de la France, mais qui est totalement aux antipodes de la politique menée notamment par Ali Bongo Ondimba, qui est d'ailleurs acquise à la cause de M. Jean Ping. Quelle analyse faites-vous de cette haute crise post-électorale? Il faut dire qu'elle prend place à quelques jours alors à l'annonce naturellement des élections législatives qui sont en perspective au Gabon et dont les reports sont d'ailleurs assez multiples de ce côté. La lecture sur cette actualité. Je pense que les Africains doivent comprendre que nous avons besoin des Africains qui sont des véritables leaders parce que la crise post-électorale au Gabon a été l'expression d'une dynamique qui voudrait déstabiliser le chef d'État du Gabon. Quand on sait qu'Ali Bongo est quelqu'un qui a démystifié la fonction présidentielle, il faut que je le reprécise. Je dis régulièrement sur ce plateau de télévision et c'est le seul qui a dit aux Gabonais, avec tout son courage, il faut consommer et produire au Gabon. Il a démontré naturellement qu'on ne peut pas être un Gabon fort si les Gabonais continuent à être dans une espèce de consommation externe. Or, c'est pour ça à un moment donné que il a eu tous les coups. Mais comme nous sommes dans un contexte... Et c'est l'a perdu d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Comme nous sommes dans un contexte où les Africains sont devenus majeurs, où les Africains sont devenus responsables, on s'est dit, OK, un monsieur comme Ali Bongo doit avoir tout le soutien du peuple africain parce qu'il est dans une dynamique qui permet à ce que la fille puisse se mouvoir. Et c'est pour ça qu'ici à Afrique-Média, on se bat au quotidien pour encourager les chefs d'État qui travaillent pour l'intérêt de leur pays et non ceux qui travaillent pour déstabiliser leur pays. Donc aujourd'hui, la crise post-électorale au Gabon, à mon humble avis, n'est que du folklore parce que c'est un scénario qui a été monté de toutes pièces pour déstabiliser le leader, le grand leader qui s'appelle Ali Bongo. Permettez-moi de parler de Jean Ping. Jean Ping aujourd'hui est en train de
il subit les causes de sa propre Naturellement turpitude. dire que on va dire, ces Gabonais de la diaspora, entre guillemets, sont derrière acquis à la cause de la nouvelle République et donc ce parti, ou alors cette idéologie, on va dire, plus ou moins défendue par M. Jean-Pic. Mais Franck Lavant, peut-être vous permettre de réagir. On a vu naturellement lors des élections présidentielles en 2016, en août 2016, naturellement, après ces élections qui avaient donné M. Ali Bongo Ndimba vainqueur, on a vu ces manifs qui se sont lancés dans tout le pays. Aujourd'hui, on a les élections législatives qui sont en perspective également. On a ce boycott, entre guillemets, d'abord qui a été lancé par M. Jean-Ping. Aujourd'hui, on a donc ces Gabonais de la diaspora qui lancent un autre mouvement de débrayage. Alors, est-ce que finalement, alors que M. Ali Bongo est presque rendu à 2 ans de son magistère, il faut désormais dire que c'est un magistère plutôt compliqué? C'est un magistère compliqué parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour la déstabilisation du Gabon, à savoir Jean-Ping. Vous savez, pour ceux qui savent lire son chemin de pensée, c'est un monsieur qui n'a jamais été cohérent envers lui-même. Quand vous regardez son parcours à l'Union africaine, c'est un monsieur qui a contribué à la déstabilisation de la Libye, y compris également la Côte d'Ivoire. Les Africains ne sont plus bêtes. Hein. Le Gabon ne doit pas trébucher parce que c'est un pays qui se respecte, avec les Gabonais respectueux, d'ailleurs j'ai des amis gabonais. Au XXIe siècle, les prévaricateurs politiques n'ont plus place. Il faut qu'on laisse place à des véritables leaders. Or, Ali Bongo s'inscrit dans une logique de leadership que nous prenons chaque jour sur ce plateau d'Afrique Média. Quand vous allez au Gabon, sur le plan macroéconomique, c'est une économie qui prospère. Il a essayé de mettre sur pied toutes les initiatives pour démontrer que tout doit être pour l'intérêt des Gabonais. Tous ces filiales étrangères qui ne se soumettent pas à la nomenclature, qui voudraient qu'ils respectent ce qui était prescrit dans le cas des charges qui a été défini par rapport à leur contrat au Gabon, doivent essayer de rentrer chez eux. Or, c'est pour ça aujourd'hui que dans les réseaux mafieux de la géopolitique mondiale, on attaque le Gabon parce que Ali Bongo a décidé de tout mettre en œuvre pour que l'intérêt des Gabonais soit au centre de toutes les préoccupations. Dans mon humble avis, ces élections n'ont pas de grands enjeux parce que la majorité des Gabonais connaissent Vous voulez dire ces manifestations? Vous voulez parler des manifestations plutôt? Je parle de la crise pour ces territoires est passée. Par rapport aux élections futures qui arrivent, les Gabonais sont matures. Ils ont compris que Ali Bongo aime leur pays. Ils ont compris que c'est leur véritable leader. Ils ont compris que Jean-Pierre n'est pas un leader parce qu'il a détruit l'image du Gabon, y compris de l'Union africaine, avec toutes ces politiques qui n'ont pas l'Afrique. On n'a plus besoin de prévaricateurs au XXIe siècle. Les Gabonais sont assez matures, sont assez responsables pour changer véritablement le paradigme en vue de soutenir le président Ali Bongo, pour qu'il puisse faire que ce pays soit émergent. On l'a d'ailleurs vu, ce gouvernement d'Ali Bongo Ndimba prend des décisions assez fortes. Il y a des décisions qui ont d'ailleurs mené avec lui la SEEG, filiale donc de Viola du côté de Gabon. On a aussi vu il y a quelques jours naturellement cette expertise équato-guinéenne qui est donc aller au chevet de ce gouvernement-là, question de s'inquiéter naturellement de la gestion, de la bonne gestion des ressources binaires dans un pays qu'on appelle le Gabon. En tout cas, c'est donc une actualité qu'on suivra de près, mais surtout de très près du côté de ce pays. On va rester toujours au Gabon avec donc Gabon Économie qui s'intéresse naturellement à l'économie de ce pays. Nous parle des activités portuaires au Gabon, donc avec le dit journal à la une embellie tout simplement impulsée par Olam, selon le ministère de l'économie. Les ports minéraliers et cargos de l'industrie singapourien Olam a boosté l'activité portuaire en 2017 en augmentant naturellement de 73%, nous dit le journal, les flux du trafic des bateaux du côté du Gabon. Bonne nouvelle, Franklin. Pas bien suivi la question. On parle cette fois-ci du ministère de l'économie, des ports minéraliers et cargos de l'industrie singapourien du côté de l'AM qui a d'ailleurs, nous dit le journal, boosté l'activité portuaire et augmenté naturellement sa position à près de 73% uniquement pour l'année 2017, ce qui veut dire naturellement que dans les années à venir, on pourra aller, pourquoi pas, de les frôler même les 80%. C'est tout ce qu'il faut apprécier parce que l'économie a besoin de la prospective. C'est dans la prospective qu'on détermine une meilleure programmation, une meilleure planification et pour garantir également l'accumulation des capitaux permettant d'assurer la diversification de nos économies. Donc les Africains doivent savoir qu'au XXIe siècle, il faut créer les joint ventures, des conventions qui permettent de faire le marketing politique et économique de chaque pays à l'extérieur. Mais sauf que quand nous arrivons à ce genre de situation, ça fait entrer de l'argent. Parfois, on a des problèmes au niveau de la mauvaise gouvernance. Donc, or, connaissant qui est Ali Bongo, connaissant sa vision, il a besoin de ressources pour pouvoir améliorer, je vais dire, le cadre de vie des Gabonais. Je sais qu'il va se battre pour que toutes ces actions puissent avoir des fruits sur le terrain. Et je voulais passer de pour dire aux Africains qu'au XXIe siècle, le lobbying géostratégique est la chose que tous les dirigeants africains doivent comprendre. On ne peut plus se renfermer sur soi et espérer être un jour un pays continent. Non, non, on ne peut pas batailler pour garantir l'émergence de l'Afrique si les Africains ne peuvent pas corroborer ou aller dans une vision qui converge. On avait un moment où il faut que les gens puissent se regrouper pour défendre l'intérêt de l'Afrique, faire venir les investisseurs pour que les choses puissent s'établir pour l'intérêt de l'Afrique.
D'accord. On va donc terminer avec cette note pas très bonne du côté du Gabon. Donc on parle cette fois-ci de nécrologie avec donc le journal L'Union dans sa livraison qui parle donc une semaine après sa mort, l'adieu de Jabo. Titre donc le journal, en tout cas l'état de cette information sont donc à lire ce matin dans les colonnes du journal L'Union. Qui donc l'Union s'intéresse à notre pays du côté de l'Afrique centrale, c'est donc la République centrafricaine. Et bien lorsqu'on en parle, on a quasiment du tournis. Eh bien avec donc le journal Bambari Ouaka, des anti-Balaka, attaque des casques bleus. Bilan sanglant, note donc la nouvelle Centrafrique. Et bien, le journal fait savoir qu'un drame sanglant a eu lieu ce mardi dans la ville de Tangbara, située à 60 km de Bambari, cette ville des casques bleus. Ils ont découvert un charnier de cadavres de 21 civils, dont 4 femmes et 4 enfants près d'une église. D'après donc les premières constatations, des armes traditionnelles ont donc été utilisées pour tuer ces individus du côté de la République centrafricaine, finalement un pays en proie à une véritable montée d'insécurité de nulle autre pareil, Franck. Oui, je vais essayer de faire une analyse beaucoup plus profonde pour comprendre la crise centrafricaine. Quel est le rôle des casques bleus dans ce pays? Un pays qui... Il faut tout simplement dire que, pour peut-être renchérir vos propos, mon cher Franklin Momo, on a eu naturellement cette sortie du Conseil de sécurité de l'ONU qui a naturellement donné sa position sur le rôle que doit naturellement jouer ces casques bleus du côté de l'ONU. Ces casques bleus ont pour unique mission de pouvoir protéger les Centrafricains et non de pouvoir mener un combat quelconque. Je suis désolé parce que l'ONU doit essayer de revoir la nomenclature qui permet la nomenclature de son existence. Parce que quand on regarde comment ça fonctionne, c'est un peu comme une institution qui a pour rôle de créer des crises et puis affaiblir certains États et envoyer les casques bleus comme une sorte de gendarme pour pouvoir vous aider. Et même parce que, même si on doit admettre, Franklin Momo, que finalement, elles ont pour mission, parlant de ces casques bleus-là, de véritablement protéger la population, seulement elles n'en arrivent pas, puisqu'on parle d'ailleurs des civils qui auraient été tués, notamment notamment les anti-Balaka du côté de la République centrafricaine. Donc finalement, il y a beaucoup de failles dans cette mission onusienne. Je pense beaucoup plus que quand j'observe un peu comment fonctionne cette mission depuis un certain temps, j'ai comme l'impression qu'ils font, je veux dire, simple formalisme. Parce que naturellement, un pays qui est dans une situation de crise à répétition, un pays qui a un bilan assez catastrophique à partir du moment où à tout moment on assiste à des crises, le problème est beaucoup plus profond. Et lorsque déjà le chef d'État de Centrafrique prend le pouvoir, vous savez, il y a encore ce qu'on appelle certaines couches de résistance qui se trouvent au pays. Or, quand vous regardez comment fonctionne ce pays, c'est beaucoup plus Bangui qui est beaucoup plus sur comptoir à 100% par l'armée et tout. Et dans d'autres régions beaucoup plus reculées, c'est pas évident. Vous savez, la Centrafrique est un pays très grand. C'est l'un des grands pays, en Afrique. Donc, à mon humble avis, le problème de faire résider sur comment trouver des stratégies pour que ce pays puisse sortir de cette... Et parlons des stratégies, Franck, on a vu naturellement le Kremlin qui est venu au chevet de la République centrafricaine, non pas naturellement d'un partenariat, d'abord en termes de fournissement d'armes, mais surtout de la formation de l'armée centrafricaine qui sont devenus naturellement à bout de cette grande crise sociétale qui sont désormais. Est-ce que vous avez finalement l'impression que ça semble être peut-être une voie de sortie des crises du côté de la République centrafricaine, alors qu'on a d'ailleurs eu cet entretien exclusif avec Afrique Média Télévision, une délégation, une équipe qui était d'ailleurs sur pied il y a seulement quelques jours pour s'enquérir naturellement des informations fraîches venant naturellement de Bangui. Je permets-moi de faire une transposition entre la crise centrafricaine et puis ce qui se passe en RDC. Vous savez, quand vous êtes en RDC, quand vous êtes en Centrafrique, quand vous regardez un peu le cas de la Libye et tout, cela demande simplement que la géopolitique mondiale a mis sur pied un scénario pour déstabiliser l'Afrique dans un contexte où la Chine a tout préempté de manière efficace, de manière effective. Donner qui sont pour ces gens de tout mettre en œuvre pour essayer de recoloniser, je veux dire, l'Afrique, par le mécanisme infernal qui voudrait à répétition qu'on puisse créer des guerres, qui voudrait à répétition qu'on puisse vous mettre sur agissement structurel, pas de répétition qui voudrait que l'ONU puisse venir faire semblant de jouer le rôle du gendarme, alors que le fond, c'est qu'ils sont là pour essayer de récupérer vos matières premières. Je pense que le problème de fond par rapport à la crise que traverse la Centrafrique, y compris certains pays africains, réside sur la problématique relative à la déchéance économique qui est tributaire du système monétaire. Donc, si on ne peut pas trouver des solutions efficaces pour que ce pays puisse s'auto-gérer, puisse
discipliner, puisse auto-fonctionner, il sera impensable que ce pays puisse un jour sortir la tête de l'eau. Dans la seule mesure où, sur le plan industriel, le taux de croissance est très faible. C'est l'un des taux de croissance le plus faible au monde. Il est impensable de mettre sur un système sécuritaire parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Naturellement. Or, je pense pour ma part que l'ONU, au lieu de faire semblant de jouer un rôle de gendarme, s'ils avaient des instruments capables d'impulser l'économie des pays en apportant ce qu'il faut pour réduire de manière objective le taux de misère, je pense à mon humble avis, on peut pouvoir juguler de manière exponentielle toutes ces crises. Mais lorsque les gens sont dans une situation où ils n'ont pas d'avenir, où l'école, tout le monde a passé dans l'école, c'est de passer sur les problèmes. Mais pour pouvoir justifier l'existence, ils ne vont que se cacher, créer des clans et puis parce que il n'y a plus le rêve en fait. Donc, ces communautés internationales doivent apprendre à être un peu sérieux. On est au XXIe siècle, respecter la valeur humaine noire, savoir que le noir ne veut que son bien-être et nous laisser tranquille, nous donner au moins les moyens s'ils peuvent le faire. Ou des conseils s'ils peuvent le faire parce qu'il se passe pour tout, pour que nous soyons dans une dépendance de notre propre économie. Et y compris le fait que c'est inutile encore avec la monnaie. Si nous avons notre économie sans la monnaie, elle sera encore plus dépendante des thèmes d'échange, puisqu'il y aura incohérence entre la souveraineté monétaire et la dépendance externe de l'économie. Donc ces gens ont mis tous les scénarios pour que tous les jours, on soit dans les crises à répétition, et ils viennent comme les donnent des leçons, et ils nous obligent à nous surendetter. Et puisque vous parlez de la dette, on va s'intéresser à un pays qui a naturellement une dette assez colossale avec la Chine. Mais avant de s'y attarder, on va donc parler des dépêches de Brazzaville. On parle de Congo, Fonds monétaire international, une information qui va sans doute pas vous plaire, Franklin, ou moi en tout cas. On va s'y atteler avec vous. Eh bien, à la une d'ordre journal, les discussions se focalisent sur la dette et la gouvernance du côté du Congo. On prend les mêmes, on recommence donc avec les échos du Congo-Brazzaville qui sont naturellement disponibles depuis quelques heures. Au Congo-Brazzaville, donc reprise des discussions avec le Fonds monétaire international. Note donc le dit journal, et le journal fait d'ailleurs savoir qu'une mission du Fonds monétaire international est arrivée à Brazzaville. Elle y restera du 3 au 18 avril dans le cadre des pourparlers avec les autorités congolaises, notamment le ministère des Finances et du Budget, au fond de conclusion d'un accord avec donc, ce pays-là, conduite par Abdoulaziz Wan. Cette mission devrait donc de nouveau faire le point avec la partie congolaise dans la perspective de la conclusion d'un programme de relance économique du côté donc, du Congo. Il faut dire que lors de son dernier passage, c'était donc en décembre dernier, eh bien, le fonds avait d'ailleurs invité le gouvernement congolais à initier des réformes fortes et immédiates en matière de gouvernance, mais alors de bonne gouvernance, devant donc inclure également la mise en place d'un ensemble d'organes indépendants de lutte contre la corruption, afin d'ailleurs afin d'obtenir son soutien. Il faut dire désormais, Franklin Momo, avec vous, que le Congo traverse une crise économique sans précédent qui l'oblige d'ailleurs on va dire à l'état de recourir notamment au Fonds monétaire international. On le sait, vous êtes quasiment assez radical sur la question du financement lors de l'apport du Fonds monétaire international. Pourtant, le Congo en a jusqu'ici besoin. Franchement, c'est regrettable qu'aujourd'hui on se retrouve dans ce genre de situation. Il n'y a pas que le Congo. Même le Cameroun a fait recours au FMI en 2017. C'est regrettable dans la seule mesure où le FMI qui a été créé dans le cadre des accords de Bretton Woods en 1944, si on demande de faire le bilan du FMI, je dirais que c'est un bilan qui est caduc. Parce que le FMI, c'est la banque en fait. La banque, c'est les intermédiaires financiers. C'est une institution qui reçoit les fonds et les replace dans les marchés financiers. Qui sont les actionnaires du FMI? C'est la Grande-Bretagne, c'est la France et tout, qui donne de l'argent au FMI. Et le FMI utilise cet argent pour venir prêter aux États africains. La monnaie, c'est la dette bancaire qui se substitue à la dette des particuliers parce qu'elle a un pouvoir libérateur universel. À partir de la monnaie, à partir du FMI, ils nous tiennent sur le plan économique. Et lorsqu'on veut lever la tête, ils nous tiennent sur le plan politique. Ce qui veut simplement dire quoi? Le point de fond n'est pas toujours de faire recours. Le point de fond n'est pas toujours de croire qu'il est impossible de penser à l'avenir sans ces gens. Le point de fond, c'est que nous puissions comprendre que nous, en Afrique, si nous avons la même façon de voir les choses, à partir d'une monnaie unique africaine, nous pouvons faire... On peut faire sans le FMI. Permettez-moi de dire quelque chose qui va vous surprendre. Allez-y. Il y a un grand économiste qui s'appelle Stiglitz. Il fut un grand administrateur de la Banque mondiale dans les années 1955. Il dit que tous les pays qui ont évité le FMI ont eu moins de problèmes que ceux qui ont accepté sa médication. Ce qui veut simplement dire que si on ne peut pas mettre sur pied des principes de bonne gouvernance capables de garantir l'accumulation des capitaux et qu'on veut toujours croire que quand on va mal gérer, on va aller faire recours au FMI, nous serons dans une répétition effrénée qui voudrait toujours qu'on puisse recourir au FMI. Et dans ce genre de situation, ils vont nous canaliser, ils vont nous donner du crédit.
Et ils vont nous étouffer. Parce que quand le FMI vous donne de l'argent, elle a pour rôle de vous donner ce qu'on appelle, de vous soumettre un point d'ajustement structurel. C'est qu'ils n'ont pas un pays qui se veut dynamique. Sa mission est une mission de court terme, ce n'est pas une mission de long terme ou de moyen terme. Ce qui veut simplement dire qu'on ne peut pas s'en sortir s'il faut toujours qu'on passe le temps à faire recours au FMI. Là, le vrai problème de fond, c'est que les Africains puissent comprendre qu'il faut trouver une solution unique en passant par une monnaie unique qui voudrait que nous puissions être capables de faire mieux. Je prends un autre exemple pour illustrer ma démonstration. La Chine, dans les années 1990, avait les performances macro et microéconomiques plus faibles que le Cameroun. Comment comprendre que 25 ans après, 30 ans après, la Chine aujourd'hui est presque leader sur le plan économique? C'est parce qu'elle a compris qu'elle peut faire sans le FMI. C'est d'abord un pays à une population de plus d'1 milliard d'habitants. Ça veut dire une grande consommation potentielle. Elle s'est rendue compte qu'ayant une faible monnaie, d'ailleurs même la Chine a tout fait que sa monnaie ne soit pas une monnaie comparativement liée au dollar, au yen ou à l'euro, pour éviter le mécanisme de compensation. Elle a un système, on ne parle pas de système flottant. Un système d'échange flottant. Donc c'est elle qui fixe ses prix sur le marché parce qu'elle a une économie diversifiée. Et lorsque vous êtes dans une position d'économie diversifiée, vous êtes faiseur de prix. Mais lorsque vous êtes preneur de prix comme les Africains, donc on ne produit rien, cela suppose qu'on est parti de loin à la fixation du prix sur le marché, on sera toujours obligé d'être endetté jusqu'au cou. Par contre... Mais Franck, lorsqu'on est quasiment dos au mur, comme ça semble être le cas par le gouvernement du Congo aujourd'hui, qu'on a besoin naturellement des financements, on n'a qu'une seule porte qui s'ouvre à nous, c'est celle du Fonds monétaire international. Je dis et je répète que quand vous voyez comment fonctionnent ces structures, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union africaine, l'Union européenne, y compris l'ONU, c'est des scénarios, c'est des entités qui ont été mises en place pour essayer de juguler la montée exponentielle de tous ces pays qui veulent ravir la vedette à la prééminence extérieure. Donne les questions pour nous de comprendre que 60 ans après, 40 ans après, 50 ans après, ces instruments n'ont pas véritablement changé l'image de l'Afrique. Les indicateurs sont restés les mêmes, encore voire même graves. Donne les questions que nous puissions faire une introspection personnelle pour se dire est-ce que le recours au FMI est la seule solution ou la meilleure solution pour pouvoir être une économie forte. Je dis on peut faire sans le FMI. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand vous partez prêter de l'argent au FMI, et que vous avez subi un principe de mauvaise gouvernance, on détourne les centaines de milliards de francs, cet argent circule où? Toutes les transactions financières internationales s'effectuent par en francs CFA, c'est en euros ou en dollars. Quand un ministre veut 40 milliards de francs CFA, ou il dépose dans une banque, ça part dans les transactions financières internationales. Cela, je pense que cet argent ne pourra même pas servir. Et cela fait d'ailleurs partie des conditions imposées par le Fonds monétaire international pour financer naturellement le Congo. On parle notamment de la mise sur pied d'une politique de bonne gouvernance qui va naturellement exclure des faits de corruption dont vous avez d'ailleurs si bien souligné tout à l'heure. Et outre ces réformes institutionnelles, il faut dire tout simplement que le Fonds monétaire international a demandé naturellement au Congo de pouvoir éponger sa dette face effectivement à la Chine. Alors on a justement de comprendre, peut-être ce n'est pas ce financement-là qui est peut-être trop caduque, c'est aussi parfois l'effet de mauvaise gouvernance, parfois qui amplifie naturellement ce poids de l'offre du Fonds monétaire international. Bon, ce qui est regrettable, c'est que tu vois naturellement dans une dynamique de prospérité quand même, quand on parle de chaque couche de financement, on finance finalement quoi? On finance le système politique qui fonctionne à 80% dans le roulement? Non, on finance l'investissement. Mais quand je regarde comment le FMI s'agite avec les Africains, je pense à un moment donné, si j'étais même sérieux, il devait même dire à ces Africains qu'on ne vient plus vers vous pour vous donner de l'argent. Parce que le banquier vous finance sur la base d'un projet qui s'évalue sur le temps et sur l'espace. Mais dans la nomenclature du management africain, on finance le roulement ou le fonctionnement. Vous allez voir, les gens sont en cylindrée, les gens sont... Il y a la corruption et tout. Comment est-ce qu'on doit être émergent? Après, vous allez faire recours au FMI. Non, il faut qu'on soit un peu sérieux, que les Africains puissent comprendre qu'il faut avoir un véritable leadership, des hommes de qualité, des projets de qualité, un programme de gouvernance qui se contrôle dans le temps et dans l'espace, pour que nous puissions mesurer le soutien de tous ces partenaires. Parce qu'à un moment donné, supposons que le FMI est dans un bon rôle de soutenir les économies. S'il soutient les économies qui sont dans une mauvaise gouvernance, quel serait le résultat? Donc, soyons un peu sérieux. Le problème de fond, c'est d'abord le leadership africain, que nous puissions nous regarder dans les yeux, nous dire c'est un vérité. Quel est le statut que nous voulons donner à l'Afrique? Une Afrique prospère, une Afrique émergente,
quelle est la solution? C'est nous et non l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Nana Akufo-Addo dans un entretien qu'il avait accordé il y a quelques jours seulement devant le président français Emmanuel Macron. On va s'intéresser à un autre journal du côté du Cameroun, non pas d'entreprise et de marché, une information qui va très bien vous coller à la peau, j'en suis sûr, Franklin Momo. Banque de détail, crédit immobilier, parlant de banque de détail, donc crédit immobilier, ce risque qui pèse désormais sur les banques. Le journal nous fait d'ailleurs savoir ce matin que les taux fixes bas, un risque pour le bilan des banques, une durée de crédit plus coûte permettra d'ailleurs aux banques de réduire le risque sur leur bilan par la production de nouveaux crédits et des taux fixés supérieurs, diminuer ou augmenter les marges sur donc les crédits immobiliers. Titre d'ailleurs entreprise et marché qui est naturellement en kiosque ce matin et bien qui s'intéresse naturellement au crédit immobilier. Comment est-ce que cela fonctionne naturellement sur le continent africain, plus précisément du côté du Cameroun, parlant du crédit immobilier? La politique immobilière est une politique qui est très importante dans le développement d'un pays parce que si vous avez un pays qui fonctionne dans une logique où ses citoyens sont dans une position où ils sont mal logés, ça aura un impact sur leur production d'entreprise. Mais ce qui me surprend dans le contexte camerounais, c'est que, beaucoup plus même dans le contexte africain en général, c'est que c'est les individus qui contrôlent la politique immobilière. Vous voyez le paradoxe? C'est l'État qui contrôle la politique immobilière. Comme c'est d'ailleurs le cas du côté de l'Algérie avec les projets AAP. J'ai annoncé ici sur la prestige chaîne Afrimédia précisément que il y aura bientôt une crise immobilière du côté du Cameroun. Pourquoi est-ce que j'explique ça? L'économie, c'est la prospective. La prospective s'appuie sur la programmation qui met au centre de l'industrialisation. L'économie, c'est le projet intérêt brut et c'est le SMIC, salaire minimum interprofessionnel. L'économie fonctionne sur la base d'une dynamique de flexibilité financière qui permet à ce que les équipes puissent être instaurées pour le bien-être des populations. Mais lorsque les gens construisent des immeubles à des centaines de milliards de francs dans un système économique peu dynamique, sur la base de quels indicateurs ils doivent se retrouver le fonds? Si le banquier a peut-être l'argent pour financer ce genre de projet, il sera dans une position de déficit, dans cette mesure où les recettes ne vont pas être à la hauteur de la dimension de l'investissement. Du coup, ces immeubles, si vous observez un peu, faites un tour dans les rues de Douala, vous allez voir les immeubles qui sont là, on est alloués depuis... Inhabités. C'est inhabité. Parce que les gens... Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Pourquoi est-ce que les gens ont mis les occuper? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les gens le font. Allez-y, Franck. C'est l'absence de créativité qui fait que les gens se rabattent sur l'immobilier, en fait. Si les gens étaient un peu sérieux, si les gens aimaient le pays, un immeuble, à sa construction, ça vaut plus d'1 milliard de francs. Rien que si c'est à Bonapuzo ou à Bonanjo. Avec 1 milliard de francs, ça peut créer une industrie capable de créer la plus-value, capable de créer les emplois, capable de rendre quelqu'un... Il n'y a rien qui rend riche que l'industrie. L'immeuble, le taux d'amortissement est tellement faible, en fait, sur la base du fait que... Si vous avez par exemple 50 locataires dans un immeuble que vous avez dépensé 700 millions pour construire, essayez de faire les comptes. On le dit trivialement, dans nos rues, le bâtiment ne pourrit pas. Il vivra peut-être longtemps. C'est ce qu'ils disent, mais qu'ils sachent une simple chose, c'est qu'elle n'est pas au rythme de l'investissement. En fait, l'évolution des actions, du retour n'est pas proportionnelle à la dimension des bâtiments. Donc le message que je vais juste évoquer, c'est que nos banquiers sachent que le financement des immobiliers n'appartient pas au secteur privé. C'est l'État qui implémente la vision immobilière dans un pays. Les individus, leur mission, c'est de créer les emplois sur le contrôle, le soutien de l'État, on est d'accord. Parce que quand les immobiliers sont comptés par les privés, ce qui est sûr, la provenance d'argent est parfois douteuse. Ça peut être issu des réseaux de la corruption. Ce qui n'améliore pas le bien-être de la population. Pour dire clair à nos chefs d'entreprise, il n'y a pas deux choses qui donnent de la richesse. L'industrialisation. D'accord. On vous a compris. On va prendre un autre journal. C'est donc l'expression quotidienne, l'hebdomadaire, l'expression quotidienne, l'expression économique. Voilà, j'y arrive finalement, qui est donc en kiosque. Non, monsieur Roger Léga, s'il vous plaît, l'expression économique qui est en kiosque et non Informaton va-et-vient. D'accord. Merci. On parle donc de santé publique du côté du Cameroun. Enquête sur les vrais faux médicaments de la rue, titre dans le journal. Et le journal fait savoir d'ailleurs que certaines formations sanitaires louent leur agrément aux tenanciers des pharmaciens, des pharmacies par terre, des médecins détournent et revendent d'ailleurs les médicaments aux commerçants ambulants. Plusieurs pharmacies du journal s'approvisionnent d'ailleurs dans la rue et Tessera, et bien l'éclairage d'un enseignant en économie industrielle du médicament allé finalement dans les colonnes du journal. Alors finalement, Franklin Momo, on a cette affaire plutôt paradoxale. On a finalement des médecins qui vont se ravitailler auprès de la rue. On a quasiment ce marché illicite
site plus ou moins, puisque devenu naturellement, est finalement devenu le lieu d'approvisionnement de tous les citoyens malades ou même les médecins du côté de Cameroun. Comment comprendre cette information, Franck Momo? Vraiment, c'est très grave que le secteur de la santé puisse être un secteur vulnérable, alors que nous savons tous que s'il n'y a pas la santé, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Mais Dieu merci, il ne faut pas que nous puissions mystifier toutes ces corporations de médecins. Il y a des gens qui se sont imposés dans le domaine. En termes de diagnostic, j'ai tantôt à l'entendre sur cette émission que j'étais malade. J'ai fait des examens dans des grands laboratoires, je n'ai pas eu de succès. Mais j'ai eu mon résultat dans un laboratoire spécialisé qu'on appelle Afrique Labo. Donc il y a des gens qui ont de l'expertise qui peut permettre à ce que les Camerounais puissent comprendre que s'ils sont malades, pour avoir de la solution, parce qu'il y aura un de leurs frères, un de leurs qui a des compétences requises. Donc si certains médecins, comme on dit dans chaque profession, il y a tous les bébés galeuses, le font, je ne peux pas tirer sur toute la corporation. Mais il revient à l'État de mettre sur pied des principes de régulation qui voudraient que ces gens puissent être dans le respect des normes qui définissent le métier. Sinon, cette imposture doit se généraliser. On en parle tous les jours, on a finalement l'impression que rien n'avance parce que c'est médicaments de la rue pilule dans les rues de nos villes, de nos capitales du côté du continent africain. Et cela au vu aussi de tout le monde. Est-ce que vous avez finalement l'impression qu'il y a la complicité, plus ou moins, on va dire, une complicité assez caduque des pouvoirs en place du côté du continent africain? Vous savez que... Pour paraphraser il s'agit quand même des vies. Pour paraphraser le président Barack Obama, il a dit un jour que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Naturellement. Et l'indicateur de mesuration du bien-être de la population, c'est le produit intérieur brut. Lorsque dans un système, tout le monde est dans une logique de mal-être, où on a du mal à croire que l'avenir est prometteur, ça crée une espèce de désordre généralisé. Ça fait que dans tous les secteurs, la corruption y pénètre. Et ça fait à ce que les choses ne vont pas dans l'ordre. Chacun se passe pour le maître parce qu'il se dit qu'il n'y a aucun instrument qui permet de réguler, de montrer qu'il y a du sérieux parce que les missions de l'État n'ont pas été respectées, à savoir garantir le bien-être des populations à travers les instruments de régulation, les instruments de dynamisation et tout. Donc, le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a l'absence du management moderne qui voudrait qu'on mette sur pied des principes de bonne gouvernance qui va chuter sur le bien-être des populations. Quand vous gouvernez bien un État, ça permet à ce que l'argent qui devait être détourné puisse être planifié dans la diversification. Et ça fait que le citoyen lambda se retrouve dans son petit niveau en train d'avoir un peu de quoi aller à l'hôpital, de quoi manger, de quoi avoir. Ça fait que chacun se normalise de manière personnelle. Or, lorsque l'ordre qui était censé venir du haut est biaisé, parce qu'il y a des leaders qui ne sont pas charismatiques, qui ont démontré leurs limites par leur ego surdimensionné, le citoyen lambda ne peut plus croire, et ça part dans tous les sens. Il faut un réingénierie profond et total pour démontrer aux Africains qu'on peut faire mieux si à jamais nos leaders décident de changer carrément le paradigme qui s'appuie sur la mauvaise gouvernance. Depuis donc le remaniement ministériel, c'était le 2 mars 2018, eh bien, un individu a finalement perdu le sommeil puisqu'épinglé naturellement dans le cadre de l'opération Épervier du côté du Cameroun. Nous sommes donc avec Info Matin qui nous fait savoir en tout cas ce matin que le malheur, lui, continue de frapper dans la famille Atang Nakuna. On en croit justement la une de ce journal ce matin, Info Matin, qui nous fait d'ailleurs savoir que les comptes bancaires d'Atang Nakuna et enfants sont désormais bloqués. Eh bien, la suite est donc allée ce matin en page. Toi, je vous vois naturellement réagir à la suite de cette annonce, Franck Momo. Vraiment, je ne parle pas de la politique, mais là, maintenant, je prends parole comme un individu, non comme j'étais publication. Parce que je suis Camerounais, et quand l'intérêt de mon pays est menacé, je pense que je peux assumer. Quand je regarde le cas de Akanakuna, franchement, c'est une honte pour la jeunesse. Parce que quand on dit docteur, il faut encore revoir les principes qui imposent ce diplôme, en fait. La thèse doctorat, c'est lucide dans une dynamique de recherche qui produit un résultat capable d'améliorer, je veux dire, la production dans des secteurs bien définis. Il est docteur en quoi, en fait? Tous les jours, on va nos étudiants dans les amphis, licence, master 1, master 2, on parle du système LMD. Mais regardez un peu le résultat aujourd'hui. Ne dites pas que ça fait média qui ne... Tous les jours, on crie que ça ne va pas. Mais ça passe inaperçu. À base à Tarakuna est l'expression de la déchéance de l'existence humaine. Comment comprendre qu'un individu, il fut d'abord administrateur à Kawata, directeur général de Cabernet des Eaux. Le voilà maintenant ministre de l'énergie et de l'eau. Mais laissez-moi vous dire, quand on évalue, je vais dire, la fortune de cet individu, mais ça peut créer des centaines d'emplois. Mais vous voyez comment ça fonctionne? Tout le monde est sur le Bensikine. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais un individu, comment est-ce qu'on va faire grandir l'Afrique? Le Cameroun a fait un retour FMI en 2017.
Non, ça fait mal, ça fait mal. Je ne sais pas comme journaliste, mais en tant que citoyen, ça fait mal. Encore que dans le secteur dans lequel il avait d'ailleurs, il tenait d'ailleurs les rênes, c'est pas toujours la satisfaction totale. Le courant électrique est encore assez précaire au Cameroun. Les sociétés de distribution de l'eau potable au Cameroun restent encore un véritable, on va dire un véritable problème. C'est encore assez caduc. On n'a pas quasiment ces points d'adduction d'eau potable qui soient quasiment disponibles pour tous. Est-ce qu'on peut finalement aujourd'hui conclure que le magistère de M. Tanakuna a été plus ou moins, on va dire, catastrophique? S'il vous plaît, je pense que le plus important pour l'être humain, le cycle existentiel de l'être humain sur Terre, c'est la naissance, et on grandit et puis on vieillit. Et quel est finalement le bilan qu'on s'est dit? Pour avoir un bon bilan, là, je suppose que naturellement, vous allez vous battre pour imposer quelque chose de profitable à la société, pour que votre nom puisse s'inscrire dans le Panthéon. Or, un monsieur comme Bazil Tarakuna, que tout le monde sait, la presse en a fait l'écho régulièrement. Comment est-ce que nos leaders n'arrivent pas à se prendre encore comprendre qu'il faut corriger les lacunes pour avancer? On peut faire des erreurs, mais pas aussi gravissimes que ce qu'on a observé avec Bazil Tarakuna. Mais pour ma part, je pense que naturellement, il est en train de payer le prix de ce que lui-même a créé. Tout le monde a vu comment est-ce que la société des eaux fonctionne. Mais ils se racontent qu'ils ont créé des consortiums mafieux pour tromper l'État du Cameroun en démontrant que c'est les Marocains. Mais alors que le fond pourrait que ce sont des propriétaires. Dans ce genre de logique, est-ce que l'Afrique a véritablement besoin des leaders de cette dimension? Je dis non, on a besoin des leaders qui aiment l'Afrique, qui travaillent pour l'intérêt de l'Afrique, qui respectent ce qu'ils ont appris à l'école, qui ont peur même de Dieu en fait. D'accord. Alors ces comptes bloqués, solution ou pas? Franck Boumou, il fait chaud, hein? les comptes de M. Bazil Tanakuna bloqués et ceux de ses enfants, c'est finalement une solution salutaire pour vous? Ce que je vais dire d'abord à nos économistes qui dédient d'enseigner l'économie de la moralité. Parce qu'en économie, on parle de la production, la distribution, la consommation des richesses. Et quand vous êtes dans une position où déjà vos comptes sont bloqués, cela suppose naturellement que c'est déjà la fin de votre parcours, parce que la meilleure liberté est d'abord la case zéro, case départ. À mon humble avis, ce qui se passe dans le cadre de Tankuna doit essayer de faire savoir. Il faut que les autres se rendent compte que dans la vie, tout a une fin. Jésus-Christ est mort l'autre jour et puis il est ressuscité, Dieu merci. Parce que nous, les hommes, il a profité de... Bref, on l'a trahi, il a préféré mourir pour protéger nos péchés. Nous, les Africains, il faut que nous puissions comprendre que la magie ne vient pas du ciel. Quand vous allez en France, quand vous allez au Canada, quand vous allez aux États-Unis, c'est les hommes comme nous qui font grandir le pays. Vous n'avez pas entendu les scandales assez graves comme ce que nous observons, où les individus qui ont 100 milliards de francs. Est-ce qu'il faut un doctorat ou une agrégation? Chacun des détournements, il y en a partout, même en France. Mais sauf qu'à des taux assez millimétrés, en fait. Non, sauf qu'en tout cas, ça dépend de ce que vous appelez détournement. Lorsque on réussit à faire financer sa campagne électorale des moyens venus d'ailleurs, ça aussi, c'est une espèce de détournement, Franck Boumou. Non, ce que je vais dire, c'est que c'est un cas beaucoup plus... c'est pour le nom de la France qu'il agit, c'est son nom personnel, en fait. Il a fait son joint venture politique, et puis là, je joue comme vous pouvez jouer, mais ça le rattrape. Donc là, au moins, ils sont différents, ils font tout. Il y a des erreurs partout, on sait. Mais pour eux, pour tous ces pays, l'intérêt du peuple est au centre de toutes les préoccupations. On parle de la prospective économique. Là-bas, on parle plus de l'eau potable, on parle plus de l'électricité. Bref, ils ont déjà dépassé ça. Là-bas, on parle de la technologie. Comment, d'ici un mois, il faut changer la nouvelle dynamique de téléphone pour que ça soit comme ça. Donc, ils réfléchissent chaque jour. Mais nous, on a encore des problèmes basiques. Manger, se nourrir, aller à l'école, on a encore des problèmes basiques. D'accord. On va quitter donc définitivement l'Afrique centrale, messieurs, pour nous installer du côté de l'Afrique de l'Ouest et donc du côté du Bénin. Tout à l'heure, on a parlé de cette affaire de faux médicaments qui, en tout cas, de vrais faux médicaments finalement en circulation et même en consommation du côté du Cameroun. Eh bien, cette information semble encore être d'actualité du côté du Bénin. On se rappelle naturellement qu'il y a quelques mois, un député avait donc été épinglé par la justice de M. Patrice Talon parce que naturellement, étant englué dans des affaires de détournement ou alors dans des affaires présumées de commercialisation de faux médicaments du côté du Togo, du Bénin autant pour moi. En tout cas, aujourd'hui, l'information est encore d'actualité avec donc la nouvelle tribune de ce pays-là. Rencontre Talon, pharmacien, un dossier encore plein de brouillard et d'incertitudes. Et titre donc à sa une, la nouvelle tribune du côté du Bénin. Bien après donc ce conclave entre le président et quelques responsables du secteur de la santé de ce côté, on a visiblement l'impression que rien n'a filtré dans le cadre de cet entretien. Là, on espère tout simplement
simplement que d'ici peu, M. Patrice Talon prendra naturellement, comme cela est d'ailleurs attendu du côté du Bénin, des mesures fortes pour permettre naturellement que des individus qui seraient naturellement englués dans ce processus-là puissent naturellement répondre de leurs actes devant la justice béninoise. En tout cas, c'est ce que demande toute la presse béninoise parue naturellement ce matin. Je pense qu'il faut beaucoup plus... on parlait beaucoup plus de... Bref, par rapport à... le président du Bénin, c'est quelqu'un de très, très responsable. En passant, c'est un homme d'affaires très, très, très aguerri. Et j'ai beaucoup apprécié sa position quand il a demandé à la France de restituer, je veux dire, les œuvres culturelles de ce pays. Donc, il est courageux. Et puis, Et puis récemment encore, il a demandé à Bolloré de foutre le camp de son pays. Allez-y, Franck, Je pense que c'est ce genre de leader dont l'Afrique a besoin. Mais il n'y en a pas assez. Prendre toutes ces mesures suppose simplement qu'il veut inscrire son mandat dans une position de management moderne, de management prospectif et anticipatif également, et de montrer naturellement que sa ferme détermination n'est pas de rester au pouvoir. Lui-même l'a déclaré. Sa ferme volonté n'est pas rester au pouvoir longtemps. Donc, si on avait des dirigeants assez qui avaient cette même façon de voir les choses, on aurait un continent plus fort. Parce que nous, en Afrique, c'est l'immobilisme, c'est la corruption, c'est la gérontocratie, et puis c'est aussi le fait de ne pas garantir la tenance. Vous savez, dans une entreprise, lorsque le rêve de la tenance est biaisé, ça tue l'innovation, en fait. En management moderne, c'est une règle sacrée. Lorsque vous avez mis à un poste sans changer, vous n'êtes plus capable d'avoir les automatismes pour innover. Donc, si nos leaders apprennent à passer le témoin, je pense qu'on aurait une Afrique prospère, pleine de perspectives également. On va donc parler d'une autre situation assez complexe du côté donc de la Guinée-Conakry. On parle naturellement de ces patates chaudes. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est donc le magazine panafricain Afrique Révélation qui nous relaie l'information ce matin. Il parle des crises politiques donc en Guinée et nous fait savoir que le leader de l'opposition du côté de la Guinée-Conakry, vous l'aurez compris, c'est Loudalin Diallo, et serait donc a donc rencontré le président Alpha Condé. Eh bien, le jeune fait savoir que les tensions perdurent en Guinée suite aux élections communales qui avaient donc pris place de ce côté. C'était le 4 février dernier, qui ont d'ailleurs fait au moins une douzaine de morts dans les violences politiques. Pour tenter donc de résoudre cette crise politique, le président guinéen Alpha Condé, son principal opposant, c'est Loudalin Diallo, se sont donc rencontrés à l'invitation d'ailleurs du chef de l'État, tel qu'on voit ce matin. Le journal en ligne Afrique Révélation, eh bien, on envoie de se poser cette question. Est-ce que l'on peut désormais conclure que c'est un début d'accalmie ou de paix du côté donc, de la Guinée-Conakry, Franck Momo? Je pense que c'est un début de paix parce qu'un chef d'État responsable, s'il estime qu'en rencontrant son principal opposant, ça peut apporter la paix, je pense qu'il faut apprécier il faut tout faire pour le rencontrer. Donc il faut vraiment encourager cette initiative pour comprendre que les mécanismes de gestion du pouvoir ne sont pas des mécanismes qui sont censés être renfermés. Il faut garantir, je veux dire, une sorte d'ouverture qui voudrait que tous les composants puissent donner leur contribution pour faire avancer les choses. Donc s'il a fait ainsi, je pense qu'il faut féliciter et dire aux autres qu'à un moment donné, il faut collaborer pour avancer. Quand on sait que tout c'est pour l'intérêt du peuple, en fait. D'accord, on va aller du côté du Togo. C'est donc le combat du peuple qui est naturellement en kiosque ce matin. Le journal nous révèle les guerres au sein donc de l'université, alors des écoles du côté donc du Togo. On parle de débat. Les professeurs s'entre-déchirent sur le tout et même sur le rien. Eh bien, l'université de Lomé est-elle devenue un panier à crabes? C'est la principale interrogation retenue naturellement ce matin par nos confrères du journal Le Combat du peuple. Eh bien, les faits parlent. Les efforts de développement sous fort Yassibé, il est temps peut-être de démontrer tout autre chose du côté donc du Togo. Alors, de façon générale, Franck Momo, on a naturellement depuis quelque temps ces guéguerres au sein des universités d'État du côté du continent africain. Si ce n'est pas au Togo, c'est en Guinée. Ce n'est pas en Guinée, c'est naturellement au Cameroun. On a vu naturellement deux professeurs se déchirer quasiment sur la toile. Comment comprendre naturellement ces prises de position de la part de nos leaders, on va dire leaders intellectuels du continent africain qui ne semblent plus, qui semblent désormais prêter le flanc à des situations plus ou moins inacceptables? Oui, l'Afrique est le seul continent au monde entier où tout le monde se réjouit d'être docteur, d'être agrégé. On parle beaucoup plus de son diplôme que de soi-même, en fait. Voilà un peu ce que le colon nous a laissé. On parle beaucoup plus de nos diplômes et ça ne se ressent pas sur le terrain. Et les crises que traversent nos universités, ces crises sont l'expression de la mauvaise gouvernance qui a mis sur pied les principes de la corruption. Et lorsqu'il y a la corruption dans un système,
ça fait que la méritocratie n'est plus respectée. Et lorsque quelqu'un qui est allé à l'école et qui a mérité vraiment ses diplômes, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi des compétences. Je n'ai pas dit que l'école, c'est le centre de production par excellence du savoir qui permet de garantir la production économique, qui rassure l'existence humaine. Donc, sans école, il n'y a pas de vie, il faut qu'on soit clair. Mais l'école en Afrique, c'est un peu l'école. C'est l'école où il y a des batailles intestines au quotidien, c'est le code des sectes, ça part dans tous les sens, c'est le code de la corruption, vers le diplôme et tout. Ça fait qu'à un moment donné, le problème de leadership que j'évoque régulièrement se pose en Afrique. Pour que nous soyons un continent dynamique, il faut que nos hommes puissent se respecter les uns et les autres. On est dans un système de jalousie, de haine, de mépris, de mensonges, d'incohérence à outrance. Comment comprendre que l'université, c'est comme l'église, on prend l'éxcellence. On ne doit pas avoir des querelles intestines dans un laboratoire qui crée l'intelligence, qui transforme l'homme. Ça met à suffisance la problématique relative au fait qu'en Afrique, on n'a pas de leader. Il n'y a pas qu'une dans les universités. Faites un tour dans les entreprises. Vous observez ce qui se passe au fond. C'est du n'importe quoi. Donc, pour que l'Afrique soit prospère, il faut que nous puissions avoir des véritables leaders qui travaillent pour l'excellence de l'Afrique, où les hommes se respectent les uns et les autres. D'accord, on va aller, il ne reste plus assez de temps dans le cadre de cette autre édition de la Grande Tribune. Franklin, on va parler cette fois-ci du procès de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, naturellement, dont le délibéré a été rendu il y a seulement quelques jours. Eh bien, la presse sénégalaise semble encore être un tout petit peu s'intéresser, en tout cas, à cette grande actualité. C'est dans le site quotidien qui est en kiosque depuis quelques heures. Le journal parle du procès politique entre guillemets contre Khalifa Sall, parrainage. Eh bien, le professeur Batili dézingue le maquis, titre ce matin sur de quotidien, même son de cloche, donc avec Wolf Quotidien, candidature socialiste, parrainage, condamnation de Khalifa Sall, la révolte des alliés de Macky, titre donc pour sa part ce matin Wolf Quotidien. Et un autre journal qui est donc revenu sur cette grande actualité, c'est donc Rémi Quotidien, condamnation donc de 5 ans de Khalifa Sall, le camp présidentiel dont l'embarras. Tout simplement, et bien, ce qu'on a finalement l'impression avec vous, et comme cela semble être le cas par l'ensemble, on va dire, de la presse sénégalaise, naturellement, que ce matin, que cette condamnation à 5 ans d'emprisonnement ferme, mais surtout la confiscation de tous les biens de M. Khalifa Sall par la justice sénégalaise semble naturellement être un procès à tête chercheuse, bien plus un procès tout simplement politique. Mais bien sûr, c'est un procès politique. Vous savez, nous sommes dans un environnement où les gens utilisent, je veux dire, le pouvoir pour réduire en néant leurs adversaires. On est dans un environnement où, lorsqu'on veut vous piétiner, on crée une situation pour vous induire en erreur. On est dans un environnement où l'incertitude est la règle qui caractérise notre existence. On est dans un environnement africain où nos leaders, dans le but de garantir leur longévité au pouvoir, font tout pour distancier leurs adversaires. Dans ce genre de situation, il n'y a pas ce qu'on appelle la compétitivité politique. J'appelle ça la théorie du complot qui a été mise en place pour mettre ce monsieur en prison quand on sait que lui, il a balancé sa candidature aux élections au Sénégal. Donc on sait que c'est un procès politique. Alors, est-ce que vous avez finalement l'impression, puisqu'on voit naturellement avec Rémi Quotidien, est-ce qu'on peut encore l'avoir cette une à l'écran, mon cher Roger Liga, qui assure donc la partie technique du côté de la réalisation, eh bien, cette une de Rémi Quotidien qui nous fait naturellement savoir que le camp présidentiel est finalement dans la barre. Est-ce que vous avez l'impression que le dossier Khalifa Sall va totalement ébranler le gouvernement M. Khalifa, de M. Macky Sall, puisque finalement cette décision rendue par la justice sénégalaise ne semble pas arranger même les plus fidèles au gouvernement de M. Macky Sall. Franklin Momo, est-ce que vous avez finalement l'impression que cette décision rendue naturellement par la justice sénégalaise, qui finalement on a l'impression qu'elle divise au niveau de la classe politique sénégalaise, divise plus ou moins l'opinion, même au niveau de la classe politique, même les plus fidèles au président Macky Sall, vous avez finalement l'impression que cela va diviser l'opinion politique de ce côté-là? Et bien sûr, ce qui ne converge pas diverge. Dans une situation de cette envergure, la meilleure des choses pour un président qui se veut fort, il faut qu'il démontre aux yeux du peuple sa capacité à pouvoir établir le juste milieu, sans toutefois créer, je veux dire, ce qui peut faire écho à l'actualité, à savoir l'arrestation d'une grande figure comme le maire de Dakar. Donc nos dirigeants doivent comprendre que c'est des stratégies qui sont issues des parties de la guerre froide. Au XXIe siècle, on n'a plus besoin de tout ce genre de scénarios, les calculs à tête chercheurs. Non.
on peut faire autrement sans toutefois mettre son adversaire en prison. C'est possible. Il faut une certaine finesse politique qui voudrait que nos dirigeants puissent chercher même des contours qui sont acceptables pour distancier leurs adversaires, que de faire que de présenter aux yeux de l'Afrique ce genre de situation qui démontre naturellement que tout ce qu'on sait faire, c'est de se distancier des adversaires pour s'accaparer le pouvoir. C'est pas une bonne image pour l'Afrique, ça. Il faut tout simplement dire que M. Khalifa Sall avait donc été épinglé pour des faits de corruption de près de 1,8 milliard de francs CFA dans la gestion de la caisse d'avance du côté du Sénégal. Et bien, c'est donc le juge Malik Lamotte qui a donc rendu ce verdict de 5 ans d'emprisonnement ferme. Donc, il faut dire naturellement que les juges à la cause naturellement de M. Khalifa Sall vont introduire, on va dire comme ça, un appel d'ici quelques temps pour savoir naturellement ce qu'il adviendra de M. Khalifa Sall. Toujours est-il que vous avez finalement l'impression que sa carrière politique a peut-être pris un coup, Franck Momo? Mais je pense plutôt qu'au contraire, lorsque vous êtes en prison pour une bonne cause, si jamais les faits sont pas avérés, je pense que ça va plutôt créer une amélioration de son image. Parce que ce qui ne tue pas fortifie, en fait. Donc, mais par contre, si les faits sont avérés, ça carrément pas un coup parce que ça va s'inscrire dans son parcours politique. Puisque le parcours politique, c'est l'ensemble des éléments qui illustrent votre dimension de productivité en termes de programme, en termes d'action qui vont justifier ce que vous pensez pour le peuple. C'est ça qu'on appelle le parcours. Tout ce que vous avez à faire en bien. Donc, si déjà c'est avéré, je pense que son image prendra un coup. Mais si ce n'est pas avéré, avec le temps, l'histoire va restituer son image. Il va tout simplement donner raison donc à M. Khalifa Sall. On va sortir définitivement de cette émission, mon cher Franklin Momo. Ça sera donc du côté de l'Algérie avec la Nouvelle République qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures. Voilà, merci à Roger Liga qui nous permet d'avoir donc cette une. Le journal nous fait savoir de blocage des importations algériennes. Madrid espère d'Alger, titre dans le journal, d'assouplir donc la mesure. Note la Nouvelle République, eh bien, il faut le dire, l'Espagne souhaite que la mesure qu'a prise l'Algérie pour développer sa production nationale en bloquant les importations prenne fin. C'est ce qu'a fait savoir la secrétaire d'État au commerce de l'Espagne, Maria Lucia Poncia. C'était donc hier lors du forum d'affaires algéro-espagnol, expliquant d'ailleurs que cette politique nuit tout simplement à son économie. L'économie espagnole, il faut le dire, depuis quelque temps, l'Algérie a plutôt déclaré ou décidé d'ailleurs que sa production devrait naturellement suffire uniquement aux Algériens et ne plus aller ravitailler tout simplement, on va dire, les ménages du côté de l'Espagne, ce qui n'arrange pas en tout cas le gouvernement espagnol. S'il vous plaît, dans l'économie prospective, chaque État doit mettre sur pied des principes de bonne gouvernance qui met aussi quelque part ce qu'on appelle en économie la flexi-security. Plus on ouvre, plus on referme en même temps. Parce que si vous ouvrez trop, on va envahir votre espace commercial et ça va affecter votre équilibre financier. Or, à mon humble avis, les spécialistes de la prospective disent que tout pays dynamique qui se veut émergent doit comprendre cette notion, ce qui est le b.a.-ba de l'économie. C'est-à-dire comment faire pour garantir l'accumulation de capitaux. Lorsque l'argent sort, ça enrichit le producteur en fait. Donc, essayez de voir comment fonctionne l'espace de l'Union européenne. Ils font tout pour que tout tourne pour l'intérêt Or, dans notre contexte, il n'y a pas une uniformisation des valeurs qui voudrait que les Africains puissent consommer entre elles. Selon le dernier chiffre de l'Afrique, ne fonctionne avec un hauteur de 16%, moins de 16%. Il faut mettre sur pied un protectionnisme apaisé. C'est ce que fait l'Algérie. Mais il faut. Donc, c'est salutaire. C'est salutaire. Parce que, voyez-vous, êtes dans une situation. Mais vous foutez en l'air les relations bilatérales entre ces deux États qui existent depuis beaucoup d'années. S'il vous plaît, ces États, en relation, en politique internationale, les États n'ont pas des amis, ils ont plutôt des intérêts. Mais sauf que, comme vous observez comment fonctionnent les pays africains, il n'y a pas de véritable stratégie pour juguler la prééminence extérieure. On sait que le joint venture, c'est normal, les partenariats, mais sur la base de quel fond, en fait? Sur le plan économique, on est d'abord très limité, avec un taux d'injection les plus bas du monde, avec un PIB qui n'honore pas. Je pense également que la problématique de fond, c'est trouver une monnaie unique africaine, permettre à ce que l'Afrique puisse améliorer le taux de performance du commerce interne, avoir une Union africaine forte, qui permet de juguler la prééminence extérieure et mettre sur pied des stratégies communes. Or, les Africains vont en guerre de manière dispersée. Et dans cette logique, ce n'est pas possible. La Chine, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, a réfléchi, elle a fait son dumping. Tout le monde a vu le résultat. Tout le monde a vu comment l'Union européenne s'est battue plus de 30 ans pour créer l'espace de l'Union européenne. Tout le monde a vu comment la guerre entre les États-Unis et l'Union européenne s'est présentée depuis un certain temps. Tout le monde a vu comment la Chine se positionner. Donc, il revient aussi à l'Africain de savoir aussi comment elle va procéder à sa part de touche pour que ces gens se rendent aussi compte que, comme la Chine a bougé, comme l'Union européenne a bougé, le tout, c'est l'Afrique.
Mais sauf que le temps passe, rien n'avance, on est dans les mêmes logiques, le même formalisme, le même folklore, et puis on fait des discours, et puis rien n'avance. D'accord, c'est bien compris en tout cas, Franklin. C'est sur ces mots que nous allons définitivement mettre la clé sous le pas sans nom, sans vous remercier en tout cas pour votre disponibilité, vous qui êtes d'ailleurs convalescent d'aller souligner d'ailleurs en tout début de cette émission. Merci en tout cas d'être passé ce matin, Franklin. Merci, M. Fabrice, de m'avoir invité. Je dis également merci à Free Media, qui est une télévision panafricaine d'excellence, qui prône les valeurs telles que le développement pour que l'Afrique puisse s'imposer et qui souhaite également que le monde puisse être un monde respecté où tous les citoyens ont les mêmes valeurs. Naturellement. En tout cas, messieurs, on se donne donc rendez-vous très prochainement pour une autre édition de la Grande Tribune. D'ici à là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'information est en continu sur votre chaîne panafricaine. Très bonne journée à vous.